Et donc aujourd'hui, on va parler de trois sujets qui sont, pour une fois, pas vraiment liés les uns aux autres. Euh, on a un premier sujet qui est en lien avec un article que Guillaume Gigi, ici présent, a publié il y a maintenant quelques jours sur Bitcoin Magazine. Donc c'est un article en anglais. Gigi, si tu veux le mettre en ligne dans le space, je te laisse faire. Et qui aborde la question du maximalisme sous l'angle du conservatisme en ce qui concerne le protocole Bitcoin et du progressisme, du coup, aussi, de son pendant. On parlera aussi de Plebnet. Donc, Plebnet, pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de réseau social, si on veut, C'est pour une communauté. opérateurs de no Lightning. Voilà, une communauté, ouais, merci. Pour opérateurs de no Lightning, pour leur permettre de se rencontrer, de créer des canaux ensemble, etc. Mais qui était pas mal critiqué depuis quelques mois déjà, parce que c'était pas, enfin, il y avait des choses qui étaient pas très bien faites en matière de privacy. Et là, certains critiques ont décidé de démontrer que c'était pas nécessairement très bien en termes de privacy. Donc on en parlera. Et enfin, on parlera un peu de minage de Bitcoin, notamment sous l'angle un peu régulateur, parce qu'il y a eu deux, deux événements cette semaine. Il y a eu une audition au Congrès américain, plus précisément à une chambre qui s'occupe de tout ce qui est énergie sur le minage de Bitcoin et son impact énergétique et environnemental. Et il y a aussi eu le rapport du Q4 2021 du Blockchain Mining Council, donc l'organisation qui a été lancée par Saylor pour essayer de fédérer un peu les mineurs américains et de pouvoir justement produire des rapports qui donnent un peu de data sur d'où vient l'énergie, comment elle est utilisée, etc. Ce genre de choses. Sinon, voilà, Guillaume, je te laisse peut-être commencer, présenter un peu ton article, nous dire ce qu'il raconte, pourquoi tu as voulu l'écrire, etc. Ouais, ben, je vais essayer d'être relativement rapide parce que bon, le mieux évidemment c'est de lire l'article, mais en fait c'est depuis quelque temps j'avais cette idée d'écrire l'article parce que je voyais de plus en plus de gros comptes Twitter qui s'acharnaient un peu contre le maximalisme et je trouvais ça un peu bizarre parce que d'une part je trouve que la plupart des gens ont une mauvaise définition du maximalisme et je pense qu'ils ont tendance à confondre la communauté des maxis avec la toxicité qui peut être parfois inhérente à Twitter. Et la deuxième chose, c'est que je voulais un petit peu m'attaquer à cette tranche de la communauté qui essaie en fait de démontrer les bienfaits de Bitcoin en essayant de le rendre plus similaire à Ethereum ou à des protocoles DeFi, etc. Je pense notamment à Stacks, à Sovereign, etc. Même si c'est des protocoles que moi personnellement je trouve intéressants, c'est pas des choses que j'ai envie de voir sur la main chain Bitcoin. Et donc voilà, quand je vois des gens comme Munib de Stacks ou Udi qui reprochent un petit peu à Bitcoin ce manque entre guillemets d'innovation, j'ai essayé de rappeler dans l'article pour faire bref que d'une part euh, au niveau de la base chain de la layer 1 Bitcoin, euh, c'est avant tout le conservatisme qui doit primer, et je dirais même l'ultra-conservatisme. Ce qui est vraiment super important, c'est qu'on ne fasse jamais une erreur ou qu'on n'essaie pas d'implémenter quelque chose qui pourrait endommager en fait le protocole à vie, puisque ce qui fait un petit peu la force de Bitcoin, c'est le fait qu'on ne puisse pas le changer facilement et surtout sa résilience. Euh, et par rapport voilà, à ce qu'on reproche souvent aux Bitcoiners d'être fermé d'esprit, etc., je dis que voilà, en fait, on peut totalement être, entre guillemets, fermé d'esprit au niveau de la base chain, mais par contre, être totalement ouvert d'esprit sur des protocoles qui vont s'ajouter au-dessus de Bitcoin, donc Lightning, RGB et tout le reste. Et à ce niveau-là, je pense que le progressisme est une très bonne chose puisque c'est par là où passe l'innovation. Et donc voilà, c'est un petit peu un mix entre une défense du maximalisme et une explication en fait plus globale de ce que peut apporter le maximalisme et une explication de ce débat finalement entre conservatisme et progressisme au niveau du développement de Bitcoin.
Top, merci, ouais, super clair. Bah ouais, enfin, moi j'ai lu l'article, effectivement, je te rejoins complètement sur à peu près tout ce qui est écrit, notamment sur le fait que euh, la, comment dire, la direction qu'a pris Bitcoin depuis maintenant plusieurs années, qui est de développer en couches, euh, je pense est bien plus pertinent que tout ce qu'on voit ailleurs. Et d'ailleurs, ailleurs commence à plutôt s'orienter vers ça aussi. Ouais, ouais, donc 100%. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que c'est pas paradoxal parce que donc t'as ce papier et d'un autre côté, tu vois, je crois que tu supportes BIP 119 de Jeremy Rubin. Euh, je te, je te, je te tire un peu dessus là en direct, mais est-ce que du coup, c'est pas, comment dire, et qu'est-ce que tu penses de BIP 119 par exemple dans ce contexte-là? Est-ce que c'est pas un peu aller vite ou est-ce que c'est juste que tu veux qu'il y ait plus de débat sur la question sans pour autant que tu veuilles nécessairement que ce soit implémenté rapidement? Euh, voilà. En fait, le message que j'ai de faire passer, c'est que essayer Ouais. de ramener des capacités de smart contract sur Bitcoin pour essayer de rendre Bitcoin plus attractif à la communauté DeFi, etc., dans un but d'essayer de rendre Bitcoin plus compétitif avec des gros guillemets, je trouve ça que c'est une mauvaise idée. En Donc soi, je c'est suis ça, pas c'est l'objectif qu'apporte. Si on amène ça sur Bitcoin, c'est pas pour des buts marketing et d'attraction de plus de gens. c'est ça, totalement. Et par rapport à BIP 119, c'est pas du tout, enfin, tu vois, il y a smart contract avec des gros guillemets que peut apporter BIP 119. Et c'est tout un autre débat de ce que je pense de la méthodologie d'activation autour de BIP 119 qui va être, à mon avis, assez problématique. Mais bref, c'est pas du tout la même chose que les types de smart contracts que veulent apporter ces gens-là de la défi et qui sont, à mon avis, beaucoup plus dangereux à essayer d'implémenter. Et c'est même pas finalement une croisade contre les smart contracts, c'est plus de dire aux gens, voilà, regardez, ce manque d'innovation que vous critiquez sur Bitcoin, en fait, c'est parce que vous ratez totalement le principe même que la base chain ne doit pas évoluer. Elle doit rester 100% la même. Et ce genre d'idée-là, cette ouverture d'esprit que parfois peuvent manquer les Bitcoiners, eh bien, on peut la retrouver à différents niveaux sur Lightning, sur RGB, etc. Et donc, je dis, voilà, c'est bien facile de critiquer le manque d'innovation sur Bitcoin. C'est quand la dernière fois que vous avez participé à un call de l'équipe de RGB? Voilà, c'est ce genre de choses que je critique en fait. Ouais, ouais, nickel. Bah oui, je me faisais un peu l'avocat du diable. J'essayais de voir un peu comment t'allais répondre à ça. Et la prochaine fois que tu veux Euh, mettre un stop comme ça sur BIT 119, je te tue. Et j'ai une question pour faire le double avocat du diable. Tu as parlé du coup que, je suis d'accord avec toi, bonjour tout le monde d'ailleurs, hein, et l'article est super, lien dans la description, vous connaissez le deal. Tu as dit si on fait une erreur, comme Bitcoin est compliqué à changer, on ne pourra pas revenir en arrière. Mais je me dis, ok, donc on implémente un soft fork, il y a un bug critique. À quelle vitesse tu penses que du coup les développeurs peuvent se rendre compte de ce bug et le patcher? Et à quelle vitesse les gens vont tous patcher le bug et non pas essayer de l'exploiter? Et à quel point finalement tu penses que la communauté, pour l'intérêt du bien commun de Bitcoin, vont être très rapides à réagir en cas de bug critique? Je pense à ça parce que donc, dans le passé, il y a eu des bugs critiques, le réseau s'est déjà arrêté, même si ça fait très longtemps que c'est plus le cas, on n'est jamais à l'abri. Donc je me dis, ok, c'est très long d'implémenter quelque chose. Si au moment de l'implémentation ça se passe mal, c'est quoi les ressources qu'on a pour se défendre? Et je sais que vous trois, vous êtes assez qualifiés techniquement pour répondre. Je pense que c'est une question que j'ai souvent chez les viewers, donc je me permets de la poser maintenant. Bah, Je alors, sais pas si vous voyez ce que je veux dire. c'est peut-être pas la réponse que tu attends. Je vais te donner une réponse. Et pour moi, la seule ressource qu'on a, c'est la communauté. Et c'est l'éthos, les valeurs des maximalistes qui, eux, vont, à ce moment-là, je pense, du moins la majorité d'entre eux, prendre la bonne décision. Et c'est autour de cette communauté-là de gens, des anciens développeurs, des gens qui s'y connaissent vraiment sur Bitcoin, que la communauté pourra se rallier afin de prendre une décision. Parce que, enfin, j'imagine que si on en arrive à ce niveau-là d'anarchie sur le protocole où il faut reverse, entre guillemets, une mise à jour, ça Ouais, va être. j'imagine un truc en mode on doit décider dans la journée même d'update notre nœud vers un patch proposé par un dev core. Tu vois, genre, ce serait le Ça scénario que pourra j'imagine. jamais.
ça se fera jamais parce que même s'il y a un bug critique, je pense que la review du patch prendra plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc ouais, moi c'est ma réponse. C'est finalement la survie de Bitcoin, elle dépend que des gens qui sont prêts à le défendre. Et ces gens-là aujourd'hui, c'est les maximalistes. Alors certes, voilà, hein, je le dis dans l'article, 99% du temps, un maximaliste, ça sert à rien. Par contre, quand tu as un block size wars, bah, c'est là que c'est important. C'est comme, je dis souvent, voilà, c'est comme une serrure sur la porte. Tu peux sortir de chez toi tous les jours sans fermer la serrure. C'est pas pour autant que tu vas te faire cambrioler. Par contre, le jour où tu te fais cambrioler, bah là, tu espères vraiment que tu aurais eu une, de quoi verrouiller ta porte. Ok, ok, nickel, merci. Non, je suis assez d'accord là-dessus, hein. Et pour tout le monde, si vous posez une question, donc si on a un bug critique, bah, imaginons le réseau fork à l'infini et donc on a un vrai stop, bah, ce sera probablement un rollback où une chaîne va devoir être décidée à un moment ou à un autre si le protocole n'est pas capable de le faire soi-même. Ça va être très chaotique et dans ce cas, vous pouvez vous assurer que le prix va être massacré de chez massacré, mais dans 5 ans, 10 ans, il en montrera naturellement si on a bien fait les trucs. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Ouais, je sais pas si remonterait, tu vois, mais si on fait un rollback de Bitcoin, pour moi, c'est la fin et on siffle la fin de la récré, tout le monde rentre chez lui et ciao, quoi. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le process de mise à jour est aussi, enfin voilà, que tout est aussi surveillé, aussi autant review avant que quoi que ce soit ne puisse être ajouté au code base, etc. Ok, Mais mais dans la même logique, pourquoi est-ce que dans ce cas, on a toujours Ethereum et Ethereum classique qui sont tous deux valorisés? Je me dis, l'industrie a envie de continuer, donc même si on siffle la fin de la récré, est-ce que les gens finalement vont se dire, bah tant pis, on a fait la décision, on pense nous avoir pris la bonne décision, donc cette chaîne est désormais celle qu'on soutient. Tu vois, finalement, je me dis, moi je peux comprendre que ce serait une trahison envers les valeurs de Bitcoin, mais est-ce que finalement la majorité des gens s'en foutent, ils vont simplement être contents de continuer le jeu? c'est possible, c'est possible. C'est vrai qu'on l'a vu sur Ethereum, mais par exemple, comment dire, pour moi, c'est le DAO hack là, sur Ethereum et la décision qui a été prise de rollback. C'est à ce moment-là que l'expérimentation Ethereum s'est terminée, tu vois. Donc, donc ça dépend sûrement des gens, effectivement. Et je sais pas, par contre, quantifier, parce que c'est aussi une question de proportion, quoi. S'il y a 80% des gens qui se disent que ben, le vrai Bitcoin, c'est celui qui a rollback, comme ça s'est passé sur Ethereum, enfin, je sais pas quelles sont les proportions. Bah, effectivement, finalement, moi, si je suis pas d'accord, ben, je peux faire Bitcoin classique. Bon, manque de beau, c'est déjà pris comme nom, mais effectivement. Et après, toute la discussion, c'est voilà, quel est le vrai Bitcoin, et puis ça dépend des gens, en fait. Euh, du coup, le deuxième sujet, c'était donc Plebnet. Donc Plebnet, c'était comme Lounès l'a dit tout à l'heure, enfin c'est toujours d'ailleurs, une communauté donc avec un Telegram dédié pour permettre aux opérateurs de nœuds de discuter entre eux, se rencontrer virtuellement bien sûr, et donc de pouvoir décider d'ouvrir des canaux entre eux s'ils veulent, avec comme ethos derrière, en quelque sorte, de faire le réseau des plebs, d'où le nom, et d'un peu essayer de passer outre, de bypass tout ce qui est gros hub du réseau pour pouvoir avoir un réseau Lightning qui reste encore un peu décentralisé, on va dire. Le problème, qui est donc mis en lumière dans le post de Lola Litz, donc c'est que je viens de mettre dans le thread, enfin dans le space, pardon, c'est que ils utilisent pour ça un bot Telegram qui s'appelle Cheese Robot et qui en gros permet d'appairer son nœud Lightning et à partir de là, ça permet ben, enfin, voilà, de discuter avec les autres gens, de prouver qu'on possède bien ce nœud, etc. Mais le problème, c'est que la base de données du nœud était accessible publiquement et permet de relier ben, les identifiants Telegram avec les nodes ID, enfin, donc avec les clés publiques Lightning, de voir où sont les gens, enfin dans quel groupe Telegram ils sont, et notamment les groupes privés, de voir avec qui ils interagissent, ce qui leur a même permis aux personnes qui ont mis en évidence la faille de deviner où se trouvaient certains canaux privés en se basant sur l'activité Telegram et en se disant ben, ces gens-là ils sont dans un groupe privé où ils interagissent beaucoup avec le bot. Il y a des chances qu'ils aient un canal privé entre ces deux nœuds parce que je vois pas de canal public.
Et parfois, ça marchait, il y avait bien un canal privé. Euh, et finalement, la partie PlebNet, c'est important, mais c'est surtout aussi pour rappeler, encore une fois, on l'a déjà fait sur des spaces avant, que c'est pas parce qu'on utilise Lightning via Tor, qu'il y a le routage en oignon sur Lightning, etc., que c'est private par défaut. Il y a plein de moyens, et c'est même très facile, de complètement détruire sa confidentialité sur Lightning. Et donc l'un d'entre eux, par exemple, c'est d'appairer son nœud Lightning avec son compte Telegram, qui est une très mauvaise idée. Euh, voilà, donc c'était l'occasion de relancer un peu cette discussion. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à PlebNet ou bien de manière plus générale. Pas forcément PlebNet, mais je sais que John l'aurait dit, ne reliez pas vos portefeuilles à votre compte Twitter. C'est aussi un autre truc qu'on peut rajouter dans le lot. Pour tout le monde, faites pas ça, parce que vous êtes en train de vous dox tout seul auprès d'une grosse société. Enfin, c'est des features qui vont vous faire en mode c'est beau, cliquez, mais faites-le pas. Et désolé, du coup, c'est une petite pause par rapport à PlebNet. Lounès, à toi la parole. Ouais, et du coup, par rapport à Planet, je voulais dire que je trouve que c'est une bonne initiative quand même de faire des communautés pour se créer des channels, c'est tout, que tout ne soit pas centralisé autour de gros nœuds. Mais déjà, faut jamais relier ton identité à ton nœud. Et il aurait fallu utiliser des outils un peu plus orientés confidentialité et vie privée que Telegram, où les informations des bots peuvent être publiques, etc. Je sais pas, c'est un groupe Signal, non pas Signal parce que les numéro de téléphone, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et du coup, pour toi, le problème, il vient du moyen avec lequel ils ont communiqué entre eux. Pas le problème qu'ils se mettent ensemble et qui créent ça. Oui, exactement. Et puis, ils pourraient s'arranger pour faire ça anonymement et pas relier un Telegram handle à leur nœud et s'arranger pour qu'entre eux, leur seule relation, ça soit de l'entraide et puis l'ouverture de channels, quoi. Pas échanger d'informations, pas échanger d'informations. Et déjà, le handle Telegram, c'est une grosse information qui peut être sensible. Ouais, moi je suis assez d'accord avec tout ça, mais après, enfin, comment dire, je trouve que le côté préservation de la vie privée sur Lightning, parfois, et c'est quelque chose enfin, comment dire, dans ma perception de plus en plus, mais à mon avis, c'était déjà le cas depuis le début dans les mêmes proportions. Donc, la préservation de la vie privée sur Lightning rentre un peu trop souvent en concurrence avec la désintermédiation. Par exemple, là, tu vois, finalement, c'est des gens qui essayent de créer euh, comment dire, un espèce de sous-réseau, on va dire, entre eux pour essayer de ne pas devoir passer par des hubs centralisés. Et donc, ça implique nécessairement de devoir se connecter avec d'autres gens que tu rencontres sur Internet. Voilà, donc enfin, il n'y a pas vraiment d'autres moyens que de te connecter avec d'autres personnes que tu rencontres sur Internet. Je ne vois pas d'autres moyens de décentraliser Lightning que de Oui, faire mais ça. c'est surtout que l'outil Et Telegram permet la récupération de toutes les données. Et du coup, après, tu peux faire des ouais, corrélations ouais, au oui, niveau des ID de channel, les groupes, enfin tout ce qu'ils ont fait dans leur étude. Et ça, ouais, c'est le ouais, problème. tout à fait. Il faudrait faire ça sur un outil qui permet pas ce genre de choses. Et puis le problème aussi, c'est que de ce que j'ai compris, c'est qu'ils utilisent tous à peu près le même bot Telegram qui collecte des données. Et ça, c'est pas fantastique, quoi. Ouais, il y a Nicolas qui veut parler. Hop. Et faites vos backups de nœuds et faites des tests de crash test de votre nœud Lightning. Parce qu'il semblerait qu'il y a eu un petit drama récemment. Roxier, c'est parenthèse. Euh, ouais, Nico, vas-y. Ouais, T'es mute en bas à gauche. Ouais, désolé. Bonjour tout le monde. Ouais, non, je vais juste intervenir parce que je trouve qu'en fait, c'est assez lié même au premier sujet, finalement, sur l'évolutivité et sur la construction en layer. Parce que je pense qu'en fait, il y a pas de. Il y a des vrais, il y a pas de vrai dogme à avoir sur le fait que des gens puissent pas décider de s'organiser entre eux, sur leur petit réseau privé,
et après d'utiliser une infrastructure sécure pour faire leur sauce entre eux, en fait. Et dans ce cadre-là, je trouvais que Plednet est bien si c'est pas un Plednet, effectivement, mais s'il y a une capacité pour les gens à monter leur Plednet entre eux. Je pense par exemple, bah, si c'est une communauté de commerçants qui veut s'organiser et qui pour eux c'est plus facile de se connaître et de faire leurs trucs entre eux et d'avoir une privacy et d'être sûr que c'est bien leur communauté. Puis en fait, ça devient un outil pour des petites communautés, ou enfin petites ou grosses, mais après, il y a un problème de taille quand on veut rester assez fair entre les parties. Mais du coup, je trouve que il n'y a pas de dogme à avoir à ce qu'il n'y ait pas de réseau privé, je trouve. Et finalement, ça rejoint assez bien la construction en layer, c'est-à-dire que il y a un coffre-fort qui, lui, a toutes les vertus, qui est la sécurité, qui doit être super simple pour rester tout à fait sécure. Et puis après, dessus, bon, bah, il y a des couches de routage, il y a des couches d'intercommunication, de perf. Mais au final, personne n'a besoin à ce que son flux soit analysable par tout le monde, en fait. Donc je trouve que c'est bien d'avoir euh, des plebnets, mais effectivement, la dérive là, c'est que ça a été un plebnet un peu trop global et surtout peut-être construit de manière à créer des liens entre des communautés qui n'avaient rien à voir, au lieu que ce soit des outils pour une communauté et qu'elle ait vraiment la maîtrise de fermer les portes là où elle le voulait, quoi. Voilà, c'était juste un petit commentaire là-dessus. Ouais, il me semble que le problème majeur, c'est surtout l'utilisation du même bot par plein de groupes. Parce qu'il me semble qu'il y a un groupe Telegram principal PlanNet, et après, il y a eu plein d'autres groupes adjacents parallèles qui sont formés. Sauf que tous les utilisateurs utilisaient le même bot. Et c'est ça qui a permis de faire les liens. C'est ça, oui. Quand tu utilises Plebnet, après, quand tu fais quand tu te connectes avec d'autres gens, là, en général, tu vas dans des channels Telegram privés pour discuter des modalités plus précises et puis ça permet aussi, voilà, d'avoir un peu de privacy, enfin, voilà, mais le problème, effectivement, c'était qu'en fait, ça servait à rien parce que même sur des channels Telegram privés, quand tu te connectais avec le bot, toutes les informations étaient reliées, en fait, donc ouais, le problème était aussi pas mal dans l'outil. Et je trouve ça intéressant ce que tu as dit, Nicolas, par rapport au lien avec le premier sujet et la construction en layer. Parce que je pense que l'un des trucs qui me chiffonne aussi par rapport à tout ça, c'est que on peut avoir l'impression que si on dégrade sa confidentialité sur Lightning, c'est pas très grave parce qu'on a juste dégradé sa confidentialité sur Lightning. Mais il faut aussi à faire attention au fait que on peut en passant dégrader de manière assez substantielle sa confidentialité sur on-chain aussi, tout simplement parce que on va nécessairement dox quelques UTXO et faire attention ensuite à ce que ces quelques UTXO ne permettent pas d'en identifier d'autres par la suite, etc. Donc voilà, et c'est pour ça que bon, il vaut mieux être aussi béton que possible pour limiter ce genre de problème et de, comment dire, de diffusion du docs. Nickel, je suis d'accord. Alors je clique juste Guillaume parce que apparemment il n'arrive pas à rejoindre. Voilà. Et ben ensuite, n'hésitez pas encore à intervenir hein, si vous avez la moindre question, c'est en bas à gauche, ou si vous voulez voilà, faire un commentaire. Et puis sinon, on peut enchaîner avec notre troisième sujet pour cette semaine, qui était le minage de Bitcoin et notamment l'aspect régulatoire slash politique, parce qu'on a eu deux petits events cette semaine. On a eu une audition de la commission énergie du Congrès américain, qui a auditionné quatre personnes, je crois, quatre témoins, cinq témoins sur tout ce qui est minage de Bitcoin et son impact sur l'environnement. Et on a eu aussi le report du Q4 2021 du Bitcoin Mining Council. Euh, alors, bah, globalement, ce qu'on voit du coup, enfin, comment dire, ces deux news qu'elles permettent de redire encore, c'est que c'est devenu un sujet de plus en plus politique. Et ce qui était assez criant, encore une fois, sur l'audition au Congrès, c'est que finalement, une partie des politiciens assez importante a quand même des idées un peu préconçues et presque déjà arrêtées sur le sujet. Euh,
Notamment, maintenant, le grand truc, c'est que euh, il existe la proof of stake qui peut remplacer la proof of work avec les mêmes garanties, mais en étant beaucoup plus efficace du point de vue énergétique, ce qui est faux. Et que donc, du coup, voilà, Bitcoin ben, n'aurait aucune raison de consommer autant d'énergie. Et donc, il y a ce point-là qui a été finalement qui est pas mal revenu. Donc, on peut se demander, je pense, d'où il vient, qui informe aussi mal les, euh, les congressmen. Et puis ensuite, il y a eu voilà, le rapport du BMC. Et donc, le BMC, pour rappel, c'est un organisme qui a été créé par Michael Saylor et donc dont le but est de fédérer alors pas toutes, mais les entreprises de minage américaines qui ont été d'accord pour le faire, pour pouvoir produire justement des données et puis avancer ensemble sur ben, la consommation énergétique et notamment en fait l'approvisionnement en électricité. Alors je sais pas si Guillaume a réussi à revenir parce qu'il avait Il s'est justement. connecté, il s'est connecté avec Lightning Strike in France. Ok, Tu devrais le rajouter, j'ai pas les droits. ça marche. Hop, yes, je le vois. Parce que donc voilà, ce sera plus simple. Voilà, je t'ai invité Guy. Voilà. Ouais, c'est good, on t'entend. Ouais, nickel. En ce moment, Space, c'est insupportable, hein. Ouais, bah, j'ai raté tout ce que tu as dit, Fanis. J'ai juste entendu que tu parlais du rapport du BMC. C'est quoi la question? Ouais, bah, vu que tu l'as un peu regardé, si tu peux, voilà, nous en parler. Et puis après, je pensais parler aussi du hearing au Congrès. Donc j'ai juste dit que globalement, les sénateurs étaient encore assez mal informés et pensaient que la proof of stake pouvait remplacer la proof of work sur Bitcoin. Et comme je crois que tu as regardé une partie aussi de l'audition. Ok. Bon, du coup, le rapport du BMC, donc c'est un rapport qui sort tous les trimestres et qui permet un petit peu de faire un point sur globalement à quel point le marché du minage utilise des énergies renouvelables. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les membres du BMC représentent environ 47% du hash rate. Par rapport au trimestre dernier, ils représentaient que 33% du hash rate. Donc, le BMC qui est en train d'atteindre une taille critique. D'un côté, c'est super bon pour avoir plus de précision sur les datas. De l'autre côté, c'est en train de grossir à un niveau qui peut mettre mal à l'aise certains bitcoiners, puisque bah, autant de concentration entre guillemets entre les mineurs, c'est pas forcément une bonne idée. Un chiffre plutôt positif, c'est que l'utilisation des énergies renouvelables par les mineurs du BMC, elle est montée à 66,1%. Alors que, bon, comparé à l'ensemble du réseau dans le monde entier, qui est environ de 58,5%, ça reste toujours plusieurs fois supérieur à n'importe quelle industrie ou pays. Par exemple, les États-Unis, c'est environ 30% de renouvelables. Donc, donc de très loin, l'industrie du Bitcoin est, est propre, en fait, finalement. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est l'efficience générale du réseau, c'est-à-dire le nombre de térahash qui sont minés par mégawatt d'électricité utilisée. Et cette mesure-là, elle a augmenté de 9%. Et c'est sûrement dû au fait que de plus en plus de nouvelles machines, comme les S19 J Pro, sont en train d'être branchées par les mineurs, et c'est des machines qui sont de plus en plus efficientes. Et donc, c'est encore un point positif pour Bitcoin qui montre que voilà, c'est pas parce que le hash rate augmente que la consommation énergétique augmente, on va dire, en parallèle. Et donc voilà, après, je conseille vraiment aux gens qui écoutent d'aller sur le site du BMC, de télécharger le rapport parce qu'il y a plein de data qui sont super intéressantes et il y a toujours un paquet d'analystes et de responsables de boîtes de minage qui viennent parler. Et donc voilà. Top, yes, merci. Nickel. Ouais, 47%, tu parles de 47% du hash rate, c'est du hash rate total ou du hash rate aux États-Unis? Non, du hash rate total.
tu ajoutes tous les membres du Ouais, BMC, ils représentent 47% de la rate. Kick, qu'est-ce qui se passe? je sais pas, ouais. T'as C'est énorme, ouais, 40. C'est c'est énorme, 47% du hash rate total. Mais parce que c'est ouvert à tous ou Bah, c'est ouvert, enfin, ouais, globalement, c'est ouvert à tous. Tous les mineurs peuvent postuler. Et c'est en particulier en fait les mineurs qui sont listés publiquement parce que il y a une très grosse pression de la part des investisseurs en bourse pour que ces firmes-là fassent entre guillemets du greenwashing parce qu'on sait tous que il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Le minage c'est déjà un aide positif pour l'humanité, mais c'est pour ça en fait que beaucoup d'entreprises rejoignent ça parce que c'est une manière de montrer et regardez-nous, on fait attention à l'environnement quoi. Même si on sait tous ici que c'est du giga bullshit. Et du coup, j'adore faire l'avocat du diable. Comme le deuxième sujet par rapport au minage, c'était le hearing devant le Sénat ou le Congrès, l'un des deux, je ne sais plus. Est-ce que c'est pas justement un risque où le Sénat et le Congrès pourraient dire, bah, toutes ces sociétés qui sont dans ce council, vous devez comply à faire des green blocks. Tu vois, c'est une cible vachement facile, vu qu'on leur donne sur un plateau d'argent littéralement toutes les sociétés, eux qui sont régulés en bourse pour la majorité. Je pense que pour Ouais. moi, je vois ça comme un énorme risque et je parle. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de bitcoiners qui pensent la même chose. Ouais. Après, l'argument, c'est, enfin, d- dans ton cas de figure où c'est le gouvernement qui viendrait intervenir, c'est l'argument qui a déjà été avancé auparavant quand on a critiqué le BMC, c'est que le gouvernement n'a pas besoin du BMC, enfin de corrompre entre guillemets le BMC pour s'attaquer aux mineurs, quoi. C'est-à-dire que ces mineurs-là, ils sont publiquement listés en bourse. Ça sera pas à cause du BMC s'ils commencent à faire des OFAC compliant blocks ou des choses comme ça. Ça sera parce que le gouvernement est allé voir directement ces mineurs. Du coup, je pense que ta vraie question, c'est plus est-ce qu'avoir des mineurs publiquement listés en bourse, c'est problématique, surtout quand ils sont en train d'atteindre de tels niveaux du hash rate global? Et la réponse est oui. Et la réponse bonus, c'est Stratum V2. On avait parlé dans le dernier space, pour ceux qui étaient là. C'est une façon de décentraliser un petit peu ou de réduire le pouvoir des poules de minage. Pour faire très simple, un jour, il faudrait qu'on fasse une vidéo dessus. je rebondis, ouais, du coup, euh, parce que c'est intéressant, parce que du coup, si je comprends bien, le but quand même du Mining Council, c'est de fournir de la data et de montrer qu'il y a une certaine conscience de la part des acteurs de l'industrie et qu'il y a un certain commitment, un certain engagement qui est pris et qui, de toute façon, se ferait tout seul parce que c'est, rappelons-le, ça reste, et c'est de plus en plus vrai, les sources d'énergie les moins chères, les sources renouvelables et les sources d'énergie fatale. Euh, et, et pourtant, en parallèle, ce qu'on voit, c'est que là, typiquement, dans le mémo du Congrès qui a précédé l'audition, les données du BMC ne sont pas du tout citées, et par contre, ils préfèrent citer des gens comme De Vries qui sont voilà, financés par la Banque centrale des Pays-Bas pour produire des datas qui échappent à toute méthodologie scientifique pour justifier n'importe quoi sur le Bitcoin. Donc, est-ce que finalement, enfin, est-ce que tu penses que c'est parce que c'est trop tôt et que du coup, en fait, eux, ils sont encore un peu coincés, les datas du BMC sont pas suffisamment, euh, enfin, sont pas encore connus de tous, et donc ils savent pas que ça existe, ou est-ce que c'est juste que ben, on est en train de se faire avoir parce que finalement, on se compromet entre guillemets en partie et en pure perte parce qu'en plus, ils en ont rien à foutre. Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand donc c'était un hearing au Congrès par les House of Representatives aux États-Unis, les gens qui vont écrire les remarques d'introduction, c'est des gens qui vont faire une recherche internet, etc. C'est pas forcément des experts. Et je pense aujourd'hui que le BMC a un problème d'image où, entre guillemets, tout le monde connaît le BMC dans l'écosystème. Par contre, en dehors de l'écosystème, ce que les gens voient quand ils tapent minage Bitcoin, c'est des giga articles du New York Times, du Wall Street Journal et Clown Company qui mettent en avant tous les différents FUD qu'il peut y avoir sur le minage. Donc, d'une part, je pense que ça va prendre du temps pour que ces datas-là sortent. D'autre part,
il faut quand même faire remarquer que pendant ce hearing, la majorité des représentants étaient, on va dire, à l'écoute du secteur de minage, à l'écoute des critiques par rapport à ces FUD. Et moi, j'ai été très surpris puisqu'ils étaient tous au courant des bénéfices que peut avoir le minage pour incentiviser la production d'énergie renouvelable. Ils étaient tous familiers avec la situation d'ERCOT au Texas. Donc, je pense que petit à petit, c'est en train en fait, ce genre d'information est en train de se démocratiser et je pense que c'est une question de temps. Et du coup, pour revenir à ce que Fanny disait par rapport au proof of stake, qui était souvent mis en avant, ils parlent, enfin, c'est parce qu'ils parlent de shitcoin, Ethereum va devenir mieux. C'est quoi un peu leur point de vue là-dessus? C'est juste de l'ignorance, tu penses? Ou c'est volontairement un besoin finalement de promouvoir le proof of stake parce qu'ils veulent pas Bitcoin? Je Non, pense que pour franchement, le... Vas-y. Enfin, je pense que le Congrès, clairement, c'est qu'ils sont mal informés. D'ailleurs, parmi les 5 témoins sur le sujet, il y avait un mec qui bosse chez Chainlink et qui l'a pas spécialement annoncé avant sa prise de parole. Enfin, bon, voilà. Je pense que voilà, il y a de la désinformation, mais par des projets shitcoin, voilà, et que pour moi, le Congrès n'est pas dans cette optique-là. Après, je peux me tromper de déjà vouloir faire semblant de ne pas comprendre. Je pense que pour l'instant, c'est vraiment que voilà, ils comprennent pas vraiment quels sont les enjeux. Après, Guigui, je sais pas si tu as peut-être un avis différent. 100% d'accord. Et on a souvent tendance à penser que on a tous un petit peu ce côté complotiste. On peut penser que le gouvernement est en train de se préparer à bannir le proof of stake en faveur bannir le proof of work en faveur du proof of stake. La réalité, effectivement, c'est que les gens ils sont mal informés. Et aujourd'hui, la plus grosse menace au proof of work, c'est pas les sénateurs américains, c'est bien, comme l'a dit Fanny, c'est les altcoiners qui vont faire en fait du lobby et de la recherche payée pour démontrer les bienfaits du proof of stake par rapport au proof of work. Et donc ouais, finalement, c'est vraiment un problème de l'intérieur, on va dire. Intéressant. Et je trouve ça drôle de voir la différence entre l'Europe et les US, où j'ai l'impression, après c'est mon point de vue, hein, qu'aux US ils sont beaucoup plus ouverts au dialogue, ils ont vachement d'hearing comparé à nous, et il y a beaucoup plus de lobby qui est fait, clairement. Par contre, en Europe, à part de Fred et tout le bazar qu'on a d'habitude, euh, j'ai l'impression qu'on est vachement limité sur le débat, et en fait, il n'y a pas de débat du tout, j'ai l'impression. Enfin, ils ne veulent pas s'y Ouais. intéresser. Je sais pas si je suis tout seul là-dedans, mais... Moi, j'ai l'impression qu'en Europe, ils ont déjà décidé, en fait. Euh, Ils n'ont pas besoin de savoir si c'est une décision qui est rationnelle ou pas. Je crois que ils veulent le ban et ils vont le bannir, quoi. Et pourquoi s'embêter finalement à faire des auditions? Ils se sont déjà décidés. Ah, on a perdu Roxy. Mais enfin, Non, voilà, mais je pense que c'est. de toute façon, aujourd'hui, l'Europe, c'est 5% du hash rate. Et donc, Oui, je peux me permettre qu'ils aillent bien se faire foutre. L'Europe, cette fraude qui gouverne sans le consentement des États, etc., c'est totalement différent des États-Unis. Et donc, voilà, qu'ils aillent bannir les 5% du minage. On a survécu à 50% de chute de hash rate à cause de la Chine. On pourra survivre à 5% de Bruno Le Maire et de Christine Lagarde qui font une petite crise de nerfs. Oh, ouais, bon, j'ai pile crash où tu me répondais. Je pense qu'on est tous les trois d'accord. J'ai entendu qu'une seconde, mais vous dites qu'en Europe, c'est déjà réglé. Ils vont bannir le proof of work. C'est ça en résumé? ouais, enfin, ils vont essayer, Ouais, quoi. ok, Ouais. je, Mais je oui, suis oui, complètement je pense que. d'accord. Moi, je pense que pareil, l'Europe ne va pas essayer. Ils vont devoir, enfin, s'ils veulent mettre leur euro digital et tout le bazar, je vois mal pourquoi ils se feraient chier avec Bitcoin. C'est une attaque vachement facile. Vraiment la première surface d'attaque. Donc, je suis pas d'accord que c'est pas grave. Enfin, je sais pas ce que tu penses, Guillaume, hein, mais tu dis, ouais, au pire, ouais, on va survivre, aucun va survivre, mais franchement, que Bitcoin perde finalement l'Europe dans cette décentralisation du minage, à grande échelle, je pense que c'est vachement. C'est pas ouf, tu vois. Ok, on aura des petits mineurs de par-ci par-là, mais ce serait bien, je pense, qu'il y ait des grosses fermes de minage en Europe, et les interdire, ça a un effet quand même vachement négatif long terme, et le jour où ça se débloquera, bah, des gens viendront en Europe naturellement.
Mais enfin, c'est dommage, et je pense que c'est même plus que dommage, c'est aussi pas forcément parfait pour Bitcoin. Après, ça va le rendre plus résilient, comme on a l'habitude d'en parler. Parce qu'on a quand même plein de ressources naturelles hein, D'accord. en Europe. On a plein de ressources naturelles à exploiter. Donc c'est un manque à gagner complet. Ah, mais évidemment que j'aimerais que ça soit pas banni, mais c'est juste un constat de dire que voilà, effectivement, je pense que ouais, l'Europe a déjà pris sa décision et enfin, je disais ça un peu en rigolant, voilà, l'Europe, cette fraude. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment, c'est pas du tout le même processus de gouvernance qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont la chance d'avoir cette décentralisation au niveau étatique, où ben, aujourd'hui, tu as les exemples du Texas, du Wyoming, du Dakota du Nord, Dakota du Sud, qui montrent en fait à tous les autres États, ben regardez, il y a ce feud-là sur Bitcoin, mais nous, on l'utilise, nous, ça marche nickel, et donc, on peut avoir un débat. En Europe, toutes les décisions sont prises d'en haut de manière centralisée, et donc il n'y aura jamais ce même contre-pouvoir, entre guillemets, pour lutter. Et donc c'est pour ça que je dis ça. Évidemment que ça serait mieux si ça se passe pas comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a personne, enfin, à ma connaissance, en Europe, qui lutte pour défendre le Bitcoin. Certaines associations qui peuvent se composer de 4 lettres sont plus concentrées aujourd'hui sur la défi et les NFT. Donc voilà, c'est le constat. Il y a quelques associations en Suède qui du coup réfutaient ce que d'autres organismes en Suède disaient, mais c'est j'avoue que c'est très 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 minime. Également, je pense à un autre point de vue plus enfin, culturel, c'est la thune. Il y a de la thune à se faire en mining. Les Américains, ils ont compris qu'il y avait plein de thunes et que c'était une question de pouvoir. Ils se positionnent très rapidement. En France, enfin en Europe, bah, tant pis, c'est un manque à gagner, mais la transition écologique, faire passer le e-euro, la CBDC, c'est plus important que cet argent qu'on pourrait se faire. Parce qu'on n'a simplement pas cette même culture de l'entrepreneuriat, du risque et de se faire plein de thunes. Je dis pas, vous savez qu'on parle pas souvent de thunes, mais en gros, les mineurs ont quand même un intérêt premier à se faire de la thune. Les utilisateurs, on veut de la censure, enfin un outil de non-censure et on veut une monnaie saine. Les mineurs, ils font pas ça gratuitement en soi. C'est vachement important à prendre en compte dans les décisions des différents continents. De la même façon que la Chine l'a banni, parce qu'ils n'ont pas besoin de cet argent. Enfin, ils n'en veulent pas, tu vois, ils veulent leur énergie, ils veulent contrôler. C'est faut penser à ça. Ouais, ouais, carrément. Je pense que tu as raison. Il y a ce côté aussi, différence de mentalité. Ouais, ouais, 100%. Hubert, je vois que ouais, tu avais demandé à être intervenant il y a quelques temps. Je t'en prie. Ouais, bonjour. Merci beaucoup pour cette discussion. J'aurais une réaction sur le sujet du minage. Je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'États qui minent du Bitcoin, soit eux-mêmes, soit en taxant les profits des mineurs les plus rentables. Parce qu'il y a beaucoup d'États qui ont sur leur... Enfin, en gros, si tu es un État et que tu as sur ton territoire une source d'électricité, je sais pas, par exemple, la croûte terrestre est très... tu as beaucoup de volcans et donc la croûte terrestre est très fine et donc tu peux faire du géothermique, ou si tu as beaucoup de fleuves et de glaciers, donc tu peux faire de l'hydroélectrique, etc. Si tu veux produire de l'électricité bien en dessous du coût de l'électricité auquel le mineur marginal peut opérer, si par exemple tu peux produire de l'électricité à 2 centimes le kilowattheure, alors que le mineur marginal qui arrive sur le réseau est à 6 ou 7 centimes le kilowattheure, et aujourd'hui il est à beaucoup plus que ça, bah pour toi, c'est une rente. Et les États, ça, ils adorent les rentes. Les États n'aiment pas les industries compétitives comme l'acier ou les automobiles. Ça, ils veulent s'en débarrasser le plus possible. Mais à travers l'histoire, les États ont toujours voulu contrôler les ponts, les routes de commerce, les moulins, enfin tout ce qui leur permet de même la vente de cigarettes, tu vois. Parce que les gens sont prêts à payer 10 fois le prix de production, le coût de production d'un paquet de cigarettes. Et donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce que de plus en plus d'États minent. Et, euh, et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ces sources d'électricité sont réparties un peu partout à travers la Terre. Elles sont réparties à travers les zones les lignes de fracture géopolitiques. Donc il y a des États comme des États qui se font pas confiance les uns les autres, comme les États-Unis, l'Iran, la Russie, la Chine, qui minent. Il y a des États dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'à récemment, comme le Salvador, qui tout d'un coup se mettent à miner. Et donc, ça, ça fait que c'est difficile. On peut pas déplacer ces sources d'énergie. C'est pas comme la proof of stake où, en gros, le capital peut aller d'un pays à l'autre avec très peu de friction, etc. Du coup, ça condamne un peu ça fait que les mineurs le pouvoir de hashing va être réparti entre des acteurs qui ne sont pas confiance et entre lesquels
Ça serait dur pour eux de se mettre d'accord pour interdire ou contrôler le Bitcoin en quelque sorte. Ce serait dur d'imaginer l'Iran et les États-Unis se mettre d'accord sur une liste sur une blacklist ou une whitelist du TXO. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que ça fait que du coup les mêmes dynamiques qui limitent à travers l'histoire la taille des empires, la taille des pays, qui font que après avoir atteint son apogée, un empire finit toujours par se casser la figure. Ces mêmes dynamiques opèrent dans le domaine du Bitcoin et font que ça serait dur pour quelqu'un pour un seul acteur de tout contrôler. Il faudrait littéralement un État mondial pour contrôler tout le hashing en quelque sorte. Ouais, c'est très intéressant comme remarque, je trouve, effectivement. Mais enfin, comment dire, après, d'un autre côté, est-ce que c'est pas le but, entre gros guillemets, un État mondial euh, de toutes ces, enfin, de ceux des mêmes qui poussent les CBDC, par exemple. Donc c'est pour ça que, comment dire, enfin moi j'ai tendance à être toujours plutôt précautionneux sur les États qui minent et surtout que effectivement, comme tu l'as dit, ils sont pas obligés de s'emmerder à, à faire tout le travail. Ils peuvent très bien juste soit taxer, soit distribuer les licences et t'es obligé d'avoir une licence pour miner et puis la facture comme il faut, la licence, etc. Ce qui me chiffonne plus, c'est pas tant que des États minent, parce que finalement, ils y ont autant le droit que n'importe qui. C'est plus que ils fassent une technique un peu de parasite pour justement en tirer parti sans rien amener en termes de sécurité en plus euh, à l'ensemble du réseau. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, j'ai du mal à estimer à quel point, par exemple, si on pouvait avoir on parle souvent, ça fait des années qu'on en parle, d'avoir des radiateurs, des mineurs qui seraient des radiateurs en quelque sorte. Ça pourrait permettre à plein de gens de miner à perte parce qu'ils récupèrent la chaleur de la, si jamais plein de mineurs se mettaient à accepter de miner à perte, ça changerait peut-être complètement les économies du mining et ferait que, bah, un mineur en chaque maison, en quelque sorte, ça fait que des gros mineurs pourraient plus opérer de manière économique et ça, mais c'est compliqué de penser à ça parce que les gens n'ont pas forcément leur radiateur allumé toute l'année. Enfin, j'ai pas vraiment réfléchi sérieusement à ça, mais je sais pas. Ouais, non, mais carrément. Mais t'as déjà pas mal de. Enfin, t'as Sato en France qui font justement des chaudières, parce que pour le coup, effectivement, le radiateur, tu l'as pas allumé toute l'année, mais de l'eau chaude. Bon, il y a des gens qui se douchent à l'eau froide, mais globalement, la majorité des gens l'utilisent à peu près toute l'année. Et du coup, tu chauffes l'eau avec un ASIC. Euh, donc, ouais, ouais, effectivement, il y a cet aspect-là. Mais on n'est pas à l'abri que ce soit interdit par décret, quoi, et que du coup, ce soit pas possible, effectivement, ce genre de choses. Mais Ouais, enfin, voilà, je suis d'accord avec toi que effectivement, c'est très intéressant dans ce que ça amène comme nouveauté sur le marché, le fait que parce qu'ils réutilisent la chaleur, des gens puissent se permettre de miner avec une électricité plus chère qu'un mineur qui ne réutiliserait pas la chaleur. Et d'ailleurs, les mineurs les plus efficaces aujourd'hui font les deux. Ils ont une électricité très peu chère, abondante, et en plus, ils arrivent à réutiliser la chaleur pour en faire quelque chose derrière. Bon. ouais. Je pense qu'il y a une dynamique intéressante en tout cas avec les États qui minent parce que ça fait que du coup, par exemple, si le Salvador se met demain je sais pas, à ce que 1% de son PIB vienne des profits du minage, par exemple, si jamais ils ont une électricité qui coûte vraiment moins cher que le coût de l'électricité marginale, en quelque sorte, du mineur marginal, ça fait que du coup, pour un État ou une entreprise, une organisation internationale qui voudrait les empêcher de miner ou qui voudrait que le Salvador accepte de censurer des blocs, etc., il faudrait en gros il faudrait corrompre chaque pays un par un et lui offrir plus d'argent que ce qu'il gagne en minant. Un peu comme si aujourd'hui on voulait corrompre l'Arabie Saoudite pour qu'elle ne produise plus de pétrole. Et il faudrait littéralement lui offrir plus que ce qu'elle va espérer gagner au cours des décennies qui viennent en vendant son pétrole. Et il faut le lui offrir dans un truc qu'elle possède réellement en quelque sorte. Donc il faudra littéralement Enfin, ça crée une dynamique intéressante entre États et c'est vrai qu'en ce moment il y a des organisations internationales qui essayent plus ou moins de pousser à une sorte d'homogénéisation des règles et des normes partout. En même temps, il y a toujours des vraies oppositions entre superpuissances comme la Chine, la Russie, les États-Unis, qui ne se font pas confiance, qui ont chacun leur zone d'influence. C'est intéressant de voir si le Bitcoin va arriver à devenir une sorte de terrain neutre entre elles. Je pense que c'est ça un peu l'espoir qu'on peut avoir, que le Bitcoin soit une sorte de terrain neutre.
Ouais, c'est super passionnant tout cet aspect géopolitique que Bitcoin va amener. Et merci pour tes petits insights. Tu avais dit un point intéressant par rapport au proof of stake qu'on n'entend pas souvent, et c'est vrai, même si on peut facilement déplacer des machines, c'est beaucoup plus dur que simplement déplacer ces coins d'un pays à un autre pour du proof of stake par exemple. C'est un autre argument à prendre en compte qu'on oublie de dire assez souvent. Donc, merci de le rappeler. Ouais, c'est vrai qu'avec le proof of stake, la stake peut en quelque sorte aller d'un pays à l'autre très rapidement, et ça peut potentiellement créer une sorte de... Enfin, par exemple, une statistique que j'ai en tête, c'est qu'après 2 tiers des actifs financiers dans le monde, donc obligations, actions, produits dérivés, etc., 2 tiers sont détenus par les investisseurs des pays du G7. Donc États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France. Et c'est des pays qui sont tous confiance, ils sont tous des alliés militaires, ils sont tous des vassaux des États-Unis en fait, et qui suivent tous, qui sont tous, qui coopèrent très étroitement en matière de surveillance financière, de politique monétaire et tout ça. Et, l'économie, dans un système proof of stake, en quelque sorte, il n'y aurait pas cette dynamique où, en gros, un mineur perdu dans la jungle, au Congo ou au Salvador, a le même vote sur le réseau, en quelque sorte, qu'un mineur aux États-Unis. Du coup, ça crée une dynamique. La dynamique fonctionne. C'est différent, en quelque sorte. On pourrait se retrouver avec la stake qui serait concentrée dans les centres financiers à New York et à Londres ou dans quelques paradis fiscaux, et ça serait, ça serait plus compliqué de. Paradoxalement, il y aurait une plus grande tendance à la centralisation, en quelque sorte. Ouais, tu peux également penser à quel point c'est facile ou pas de réquisitionner le matériel. Dans le sens où si tu envoies l'armée, tu peux toujours prendre les machines. Prendre les coins, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que la personne peut simplement appuyer sur un bouton d'urgence au moment où elle voit les flics et l'argent part automatiquement à l'autre bout du monde, tu vois. Donc pour un État, indirectement, c'est con, mais il a un intérêt à avoir une industrie au proof of work parce que son armée peut intervenir plus facilement, il peut confisquer, parce qu'il y a encore ce rattachement physique. Dans une économie 100% digitale, ce sera beaucoup plus compliqué, voire même impossible d'arrêter l'envoi de l'argent à l'autre bout du monde rapidement. Euh, Enfin, plein de trucs à prendre en compte. Mais très bonne insight ce que tu as. Je sais pas si on entend le space, il bug tout le Ok. temps, je suis toujours déconnecté. Si, ouais, on t'a bien entendu. Xav, ouais, je t'en prie, tu peux prendre la parole. Ouais, salut à tous. Ouais, donc le mining, enfin le concile là, du mining, il avait été créé au départ suite à une discussion entre Saylor et Musk de mémoire. Et puis Musk ensuite avait dit, bon, si pendant un certain temps, le taux d'énergie verte est supérieur à 50%, ben, je recommencerai à autoriser des paiements de Tesla en Bitcoin. Bon, je sais que vous n'êtes pas trop fan de Musk, là, mais enfin quand même, sur un an, finalement, les deux grosses boîtes qui ont acheté du Bitcoin, c'est MicroStrat et Tesla. Est-ce que vous pensez que le gars, il va tenir parole ou est-ce qu'il va continuer à s'enferrer sur Dogecoin à fond, là? Voilà, c'est un peu avoir votre avis là-dessus. Je pense qu'il va réaccepter. Après, lui, son problème, c'est plus par rapport aux taxes crédits, enfin les crédits écologiques qu'il peut avoir. Comme c'est un peu en flou pour l'instant et que c'est encore, c'est là, Ah, moi j'ai perdu Roxy perso. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais ouais, enfin, de toute façon, je crois que je suis d'accord avec lui. Effectivement, gros problème de Elon Musk, c'est que s'il veut continuer à toucher ces crédits environnementaux de la part de l'État, bah, il a pas trop. Enfin, voilà, il fait un peu ce qu'on lui dit. Alors, soit on lui dit, soit comment dire, soit c'est quelque chose qui se projette à lui-même, hein. C'est possible aussi que personne lui ait dit, mais que il sache en fait implicitement que c'est ce qu'il faut faire. Donc, moi, je suis un peu mitigé. Ouais, je me suis posé la question effectivement plusieurs fois, comme on voyait effectivement que, bah, à plusieurs reprises, c'est passé pendant assez longtemps au-dessus de 50%. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Je suis un peu 50-50 aujourd'hui. D'un côté, bah, je pense que personnellement, il est pas contre, mais de l'autre, voilà, il a sa boîte.
Sa boîte, clairement, elle vit sur les subsides de l'État, quoi, sur les subventions. Donc, faut qu'ils le prennent en compte, ouais. Bah voilà, Fanny, ça a complété ma phrase. Merci à toi. En effet, j'ai craché. Et je pense qu'il réacceptera Bitcoin. Je veux dire, il l'avait mis en place. Il avait vu qu'il y avait des bugs. Il avait fixé certaines issues de BTP Server de mémoire. Maintenant, il accepte de la marchandise avec Dogecoin. Bon, on va savoir pourquoi. Je pense que dans sa logique, il acceptera un nouveau Bitcoin un jour. C'est peut-être pas le bon moment de le faire là tout de suite. Même si le prix est bas, en soi, ce sera un bon moment. Mais il le fera après. Comme je dis, pour moi, c'est politique à partir de maintenant. D'accord, merci. Pas de souci. On a perdu Lounas et Guillaume. Ah ouais? Enfin, moi, je les vois encore, mais peut-être, ouais. Non, je n'ai Ouais, rien à du coup, dire. on peut. Ah ouais, il est là, il est là. Bah, n'hésitez pas, voilà, là, je pense qu'on va conclure tout doucement. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose à ajouter, une remarque, si vous avez une question, à en profiter pour demander la parole et pendant que je fais la conclusion, voilà, et que je vais passer la main à Roxy pour faire la conclusion de YouTuber, qui fait beaucoup mieux que moi. Non, 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 vas-y, je suis là. Franchement, à chaque fois, je me marre quand tu l'as fait. Mais tu l'as fait tellement bien. Ouais, mais je sais pas ce qu'il faut dire, moi. Bah, du coup, merci à tous hein, d'être venus en ce dimanche soir. Si vous regardez le replay sur YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou 5 étoiles et de laisser un commentaire. Et puis, on vous dit voilà, à la semaine prochaine. Merci encore à tous d'être là. Et puis, à la prochaine fois. Tu vois, c'était parfait. C'était parfait. C'était Et, bien? Nickel. et merci beaucoup à tous les Patreons, à toi y compris Fanny, qui soutenaient ce projet tous les mois pour qu'ils grossissent. Il y a les livres qui arrivent. Enfin, il y a plein de. Comme vous le savez, tous les trucs arrivent. Ce sera. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!